Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour un tout nouveau type de contenu que j'ai partagé sur YouTube uniquement. Je vous en avais parlé quand j'ai présenté la chaîne YouTube et j'expliquais les changements, etc. J'en avais brièvement parlé. Donc le but, c'est de partir à la rencontre d'artisans. Voilà, et il n'y a rien de préparé, c'est vraiment découvrir un peu leur environnement de travail et puis discuter avec eux de leur activité, des difficultés, des choses positives, négatives, et de présenter un petit peu leur lieu de travail, entre guillemets. Voilà, c'est ça le principe. Donc je sais pas du tout combien de temps ça va durer, ça sera la surprise à la fin. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir si ça vous plaît, savoir si vous voulez plus de contenu comme ça. Donc là, aujourd'hui, je vais à la rencontre de Paul. Paul, c'est quelqu'un que j'ai découvert parce qu'il a fait une publication sur les réseaux sociaux, donc qui est producteur de whisky en Normandie. Voilà, je l'ai contacté, je lui ai proposé de participer à ce nouveau concept. Il a accepté, donc aujourd'hui je vais à sa rencontre. Bonjour Paul. Ça va? Merci de me recevoir du coup. Ouais. Et de participer à ce nouveau concept de vidéo que je fais. Ouais. Comme je t'ai dit, donc le but c'est d'aller à la rencontre des artisans et puis de voir un peu leur environnement et puis de discuter un petit peu. Ouais. Donc toi t'es producteur de whisky. Ouais, producteur de whisky à la ferme, ouais. Exactement. Donc on est ici proche du Havre. Ouais, on est à 20 minutes, ouais, c'est ça, on est vraiment au bord du Havre, ouais. Ouais, c'est la même communauté de communes. Hein. Ouais. Le Havre Seine Métropole. Et ouais, c'est ça. Hein. Après tout se passe là-bas, on voit pas les bâtiments, mais derrière les arbres, il y a une ferme. C'est bien caché. D'accord, donc c'est quelque chose de familial, c'est une ferme familiale. Ouais, c'est ça depuis 4 générations, ouais. La maison elle est de 1750 à peu près. Ok. Donc la ferme aussi du coup, et voilà, ça perdure depuis la Première Guerre mondiale à peu près, ouais. Donc depuis le temps vous faites du whisky ou non ça? Non, c'est que moi qui fais du whisky. Avant c'était du lait. D'accord. Mon arrière-grand-père, et il y a même une bouteille de lait dans l'appartement témoin du Havre à son nom, quoi. Donc, d'accord. Ouais. Lait produit à Fontenay, Auguste Ricoire, c'est écrit dessus, ouais, en bleu. Voilà. Et donc toi aujourd'hui tu fais du lait et du whisky ou? Ah non, je fais pas de lait, non. Non, okay. Ici il y a juste il y a 2-3 chevaux, c'est tout, quoi. Ok. C'est ouais. Et non, il n'y a pas d'animaux, que des cultures, enfin très peu de cultures d'ailleurs, surtout du whisky maintenant. Que du whisky. Ouais. Et comment c'est venu du coup de faire du whisky? C'est venu parce que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Et puis quand j'ai décidé de convertir ma ferme au bio, il fallait développer son activité. Donc le whisky c'est venu tout seul, ouais. Et puis moi j'aime bien pas faire comme les autres, alors ne pas faire comme les autres, donc je me suis lancé là-dedans tout simplement. D'accord, bon, c'est super ça. Est-ce que tu peux nous montrer du coup un petit peu On y va, ouais. Où est-ce que tu travailles? Et tu travailles tout seul sur cette activité-là? Oui, je travaille tout seul, ouais. Pour l'instant, c'est une petite distillerie. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait un financement participatif avec Mimosa pour avoir des fonds, pour essayer de développer, pour essayer de doubler ma production. Et puis après, je pense que si ça fonctionne, je pense que dès l'année prochaine, je pourrai embaucher une personne pour produire plus, quoi. Et okay. Pour faire des toi le volumes, but c'est de développer vraiment la chose et puis de... Ouais, enfin c'est déjà d'être rentable et d'avoir une bonne trésorerie, donc pour ça il faut faire des volumes et on peut pas vendre le produit trop cher puisque sinon on le vend pas, et aussi il y a de la concurrence, donc il faut rester raisonnable, et c'est en faisant des volumes assez importants qu'on peut développer l'activité tout simplement, quoi. Vous êtes beaucoup à faire du whisky en Normandie? Enfin, je ne demande pas de parler de tes concurrents si tu veux pas forcément, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de producteurs. Mes concurrents, c'est pas le whisky français, c'est pas les Normands, c'est plutôt les Écossais. Les concurrents, les Français, c'est des collègues, hein. Les Normands, j'en connais plusieurs. Je crois qu'on est 7 en Normandie, ou même peut-être que 6 à produire un whisky comme moi, c'est-à-dire brassé, distillé et vieilli sur place, quoi. Voilà, ça c'est important de le dire, parce qu'il y a d'autres whisky, mais c'est des whisky qui viennent d'Écosse, c'est des alcools qui viennent d'Écosse, ils sont juste mis en bouteille en France, quoi. Ah oui, c'est écrit, c'est écrit whisky français, mais c'est pas... C'est un peu comme les appellations bio, etc. Des fois c'est un peu made in France, mais... Donc il faut se méfier, quoi. Ouais. Donc, et en France, de toute façon, on n'est qu'une centaine, on est peut-être 110 producteurs de whisky aujourd'hui à vendre un whisky avec l'appellation 3 ans d'âge, quoi. Parce que pour avoir l'appellation whisky, il faut que l'alcool ait vieilli pendant 3 ans en fût de bois, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. Là, c'est en train de chauffer ici. Ah oui, on sent bien la chaleur. Là. Ouais, bah ouais. Là, il y a du gaz en dessous, forcément, c'est des grosses torches comme les grosses pailles là, en fait. Hein. C'est un peu le principe. Hein. Donc ici, je suis en train de faire chauffer de l'eau.
L'eau chauffe, ça c'est l'eau de rinçage. Et ici, là, ça brasse. Et là, il y a du mou, en fait, tout simplement. Ok, donc attends, donc, je récapitule. Donc là, tu as l'eau dans le premier, tu as de l'eau normale. Là, il y a de l'eau chaude. Là, c'est de l'eau chaude. Il est circuit, celui-là, ouais. Ok. Là, ici, j'ai fait chauffer de l'eau à 63 degrés. Ok. 65. Et puis, ensuite, j'ai rajouté le malt. Le malt, c'est la farine, c'est ça, c'est du grain. C'est du grain qui est broyé. Et le malt, c'est plein de sucre, en fait. C'est de l'orge qui a été malté. Donc le malt, c'est un grain d'orge qui a été humidifié dans l'eau tiède pour forcer la germination. Et le fait de germer, l'amidon se transforme en sucre. Donc dès que le germe fait 2 mm environ, c'est séché très fort pour stopper la germination. Ensuite, c'est trié. Après, je le réceptionne le malt et moi je le broie, j'ai un broyeur. Je fais une farine complète avec la coque, tout. Hein. Et ensuite, je le mélange à l'eau chaude. Ça permet de récupérer le sucre du malt. Ensuite, je soutire le jus, je le mets dans une cuve en inox derrière. Et je mets une levure. La levure, elle se nourrit du sucre et produit de l'alcool. En fait, les bactéries se nourrissent du sucre et rejettent de l'alcool. Donc après, on obtient un jus qui fait 6-7% d'alcool. Et ensuite, c'est distillé. J'ai 2 alambics pour distiller, pour trier les alcools et obtenir un alcool à 70% que je mets en fût ensuite. D'accord. Et c'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a différents malts ou pas? Ça reste quelque chose de commun et puis peu importe que... Il y a différents malts, mais en whisky, on n'utilise qu'un malt principalement. Alors, il y a peut-être que... Par contre, il y a des variétés d'orge différentes qui peuvent donner des goûts un peu différents. Les différents malts, c'est plus pour la bière où il y en a plein, quoi. Et là, ça joue vraiment sur le goût de la bière. Mais sur le whisky, c'est que... Ouais, on n'utilise qu'un malt. Principalement parce que les alambics, ça va lisser les goûts, ça va filtrer aussi les goûts, quoi. Les alambics ici. Donc là ça fermente pendant 4-5 jours. Okay. À l'intérieur il y a du mou. Et ensuite je distille dans cet alambic là pendant toute une journée en fait. Hein. À 7h du matin je mets en chauffe. Okay. Et ça finit vers 15h30 à peu près. Quoi. Et ça permet de trier les alcools. Ah oui, on va mieux voir. On va mieux voir comme ça. Et t'as appris comment tout ça? J'ai acheté un livre. Et puis j'ai appris comme ça, j'ai appris tout seul. Alors, il y a peut-être... il y a des choses après que j'ai apprises en appelant d'autres producteurs, tout simplement pour poser des questions. Hein. Et puis après, je m'améliore tout seul. Hein. C'est comme de la cuisine. Hein. La première fois qu'on fait un bœuf bourguignon, il est peut-être pas trop réussi. Ouais. Et puis on s'améliore au fur et à mesure. Là, c'est exactement le même principe. Hein. Au début, ça chauffe assez fort, on monte en température. Et après, ça mijote en fait toute la journée pour que l'alcool coule tout doucement à la fin, pour qu'elle soit bien triée. Et à la fin, on a un tout petit filet d'alcool qui sort doucement. Ça coule toute la journée. Ça coule pendant... ça coule pendant 6 heures à peu près, quoi. Donc c'est hyper long en fait, faut être patient. Après il faut trier le cœur de chauffe. C'est vraiment parce qu'au début l'alcool elle monte, c'est des vapeurs qui sont légères, donc c'est de l'alcool qui est très fort. Et l'alcool qui est très fort, c'est pas du tout bon, c'est même presque mauvais pour la santé, donc on les enlève. Ensuite on arrive au cœur de chauffe, on garde le cœur de chauffe jusqu'à 63%. Et ensuite en dessous, ça continue à descendre jusqu'à... moi j'arrête vers 40%. Ouais. Et ça je le sépare aussi, je le mets de côté, quoi. C'est redistillé une deuxième fois avec un autre jus d'une préparation qui va venir, quoi. Après c'est un peu technique. Et puis voilà, quoi. Et t'as mis combien de temps justement au début à trouver la première formule?
Enfin, combien de temps entre le moment où tu as commencé l'activité et le moment où tu as pu vendre ta bouteille qui était prête à consommer, ouais, bah alors combien de temps en temps que je sais pas. Par contre, j'ai fait 3 fûts, j'ai commencé par faire 3 petits fûts de 50 litres pour apprendre, hein. Et ces fûts-là, je les ai pas vendus, j'ai pas l'intention de les vendre. J'ai commencé à vendre à partir du 4e fût. D'accord. Donc là, tu les gardes en fait, ouais. Tu les mets de côté. Aujourd'hui, je les ai rassemblés dans un seul fût. J'ai fait ça, je sais plus, en mai, je crois, et j'ai remis de l'alcool neuf dedans. Et je sais pas, je le mettrai en bouteille pour la retraite ou. Ok, ceux-là ils sont de côté. Ouais. Ok. Peut-être, ouais. C'est pour moi, quoi. C'est pour moi, c'est pour les amis, pour la. Ouais. Voilà. Donc le temps estimatif, c'est dur à juger, quoi, entre le moment où t'as. Ah ouais, parce qu'au début. Je sais plus combien de temps j'ai mis, je sais pas du tout. Et en plus, à l'époque, comme j'étais aussi agriculteur à plein temps en même temps, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au whisky, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté l'agriculture. J'ai même, on va même dire que j'ai arrêté l'agriculture et je fais que du whisky. Donc, t'as décidé de t'arrêter pour te lancer à 100% là-dedans. Ouais. Avec l'agriculture, j'arrivais à faire 5 fûts dans l'année et maintenant je suis passé à 12. Donc on voit bien la différence. Le whisky, c'est long. Et quand on lance un cycle de production, il faut le faire entier. Donc avec l'agriculture, c'est difficilement compatible. Quand il y a des semis à faire, dès qu'il fait beau, il faut arrêter le whisky, il faut aller dans les champs. Donc c'est pas facile de faire les deux en même temps, surtout tout seul. Donc 12 fûts, ça représente combien de bouteilles à l'année ? Ça représente un petit 5000 bouteilles, on va dire, grosso modo, quoi. 4500, 5000 bouteilles à peu près, quoi. Et après, tu revends toi-même ou tu passes par des distributeurs Je revends moi-même. Mais je passe surtout par des cavistes, en fait. Mon principal client, c'est le caviste, ouais. Dans toute la Normandie, je suis présent dans toutes les grandes villes de Normandie, ouais. Et même les plages du débarquement, dans la Manche, partout, ouais. Je suis vraiment présent partout, ouais. C'est cool ça. Et ça n'a pas été trop dur, justement, le fait de... Est-ce que même ton entourage t'a soutenu dans ce que tu faisais dans le whisky ou on t'a dit au début un petit peu c'est peut-être une bêtise que t'es en train de faire d'arrêter Ouais, plus ça. Je sais pas si on m'a soutenu, non, on m'a pas vraiment soutenu. Mes amis, plus, y ont cru, certains, hein, pas tous. Hein. Même quand j'ai sorti mes premières bouteilles, certains m'ont dit franchement Polo, on savait pas trop ce que tu faisais dans ton petit atelier. On se demandait vraiment si ton whisky il allait être buvable, quoi, carrément. On me l'a dit, hein, vraiment. Et mais dès que les gens ont goûté mon produit, ils se sont dit ah ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Alors le premier, c'était loin d'être parfait. Il y avait des défauts, faut le dire, c'est vrai. Hein. Mais franchement, pour un premier produit, j'étais très satisfait. Et même mes amis, du coup, ont acheté. L'ayant goûté, j'en ai vendu, je sais plus combien, tout seul dès le premier mois, quoi. Ça a été impressionnant. Et ouais. Donc, je suis assez fier de ça quand même, ouais. Ouais, d'avoir été contre un petit peu la vie et puis de te dire, t'étais sûr de toi. Sûr de moi, non, j'étais pas sûr de moi. Non, non parce que quand tu fais du whisky, du coup, il a 3 ans. Donc pendant 3 ans, je l'ai mis à vieillir pendant 2 ans dans un fût. Au bout de 2 ans, je trouvais que le goût, ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Donc j'ai choisi un deuxième fût. J'ai transféré mon alcool dans un deuxième fût. Et pour amener un autre goût, c'est pour ça que j'ai un whisky qui est assez fruité. J'ai utilisé un fût de Porto Blanc. Et du coup, j'ai pas mal d'arômes de poire cuite, d'amande, un côté floral. Et le premier fût apporte du caramel, un côté fumé aussi. Donc c'est un whisky qui est quand même élaboré. Et ouais, je suis assez content de ce que j'ai fait, ouais, quand même. Donc le but, tu me disais, donc c'est de récolter, t'as fait une cagnotte pour pouvoir aussi, dans l'espoir d'embaucher aussi quelqu'un pour t'aider, pour augmenter la production. Dans un premier temps, c'est pour acheter du matériel. Mais ce matériel-là, pour le. Donc c'est quoi comme matériel que tu aurais besoin en plus J'aurais modifié cet alambic. Aujourd'hui, c'est un alambic que j'arrive à mettre 1000 litres dedans. Ouais. J'aurais le modifié pour pouvoir mettre 2000 litres de mou dedans. D'accord. Donc tu peux le modifier, t'es pas obligé de le changer. Je peux le modifier, je sais pas si je peux, mais on va le faire. Ouais. Si, on peut le faire. En principe, un alambic, on le modifie pas parce qu'une fois qu'on a une recette, on garde toujours la même. Mais ça reste du matériel qui doit évoluer, quoi, pour moi, ouais. Et après, dans l'autre bâtiment, là, dans le grand bâtiment, j'ai déjà acheté une brasserie pour faire la première étape qu'on vient de voir, avec le mélange d'eau chaude et de malt. Ah oui, donc tout ça, tu le déplacerais Ouais, dans le bâtiment derrière, ouais. Parce que du coup, t'as pas assez de place dans le premier. Non, parce que ici, on est dans l'ancienne salle de traite de mon père. Okay. Là, de chaque côté, on voit les anciens, le mur là qui est cassé là. Ouais.
Ça, c'est les quais. De chaque côté, il y avait des vaches. Au milieu, il y avait une allée où l'agriculteur était pour mettre les machines à traire pour les vaches, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Et même le bâtiment qui est à côté, c'est la stabulation. C'est là où les vaches allaient manger après la traite. Okay. Tu vois, donc ici, c'est assez petit, hein, c'est assez étroit. Le bâtiment d'à côté, il fait 400 mètres carrés. Ah oui. Donc oui. Il y aura 200 mètres carrés pour la distillerie et 200 mètres carrés pour les fûts, quoi. Oui, donc ça te laisserait quand même beaucoup plus de place. Ouais, on peut y aller. De toute façon, là ici ça chauffe doucement. Le broyeur. Ah oui, le broyeur. C'est ici. Et du coup, là, ah oui, ça fait. On voit bien la farine, quoi. En fait. Ouais, c'est clair. La farine avec les petits grains. Farine complète, on voit bien, il y a encore les écorces. D'accord. Ouais, du coup, je suppose quand tu mets les dents, tu te protèges bien, à mon avis, pour. Bah ouais, là je me suis changé parce qu'après je suis en train de pousser. Ah ouais, tu ressors tout blanc. C'est pour ça que j'ai tout mis dans un conteneur. Ouais. Voilà le bâtiment. En question. Encore d'installation. Ah oui, donc là, tu as des nouvelles. Ouais, une nouvelle cuve de brassage. Donc là-bas, ce qu'on a vu tout à l'heure, là-bas je fais 500 litres de mou. Et là je vais pouvoir faire 2000 litres. Ah oui. Donc voilà, une journée, en une journée je vais faire 4 jours de travail, quoi. Donc c'est ça la différence. Et avec la cagnotte, je vais pouvoir acheter une deuxième cuve de fermentation. Et ça va me permettre de faire 2 brassins par semaine. Je vais pouvoir doubler ma production assez facilement, quoi. Oui, et après, avec le temps, je pourrai acheter une troisième cuve de fermentation, et puis ainsi de suite. Et du coup, est-ce que tu as un projet ultime? Du coup, là, tu dis que tu veux ça, mais vraiment dans le... Non, il n'y a pas de projet ultime parce que l'évolution, elle se fera... j'ai envie de dire, là, je travaille pour le prochain, quoi. S'il y a un prochain, s'il y a un repreneur. Parce que le matériel, ça coûte tellement cher. Le projet ultime, ça serait d'investir peut-être 1 million d'euros et puis de faire une grosse distillerie et d'avoir tout de suite, quoi. Mais malheureusement, c'est pas possible. J'ai pas ce pouvoir-là financier, donc. Non, mais dans ta tête, t'es déjà dans l'esprit de pouvoir construire quelque chose qui sera repris plus tard par quelqu'un et qui continuera à faire. Ouais, plus ou moins. Après. Déjà même pour moi, là j'ai 44 ans, donc ouais, il faut que pour que l'entreprise elle perdure jusqu'à au moins ma retraite, ben, il faut quand même avoir un matériel convenable et faire un certain volume de production, quoi. Il faut du matériel pour pouvoir en vivre correctement, ouais, c'est clair. Voilà, c'est plutôt ça le but, hein. Ouais. Après, est-ce que ça sera repris T'as des enfants? Je l'espère, ouais. Et est-ce que justement il y a j'en sais rien. Il y a un esprit de transmission comme tu le fais? Bah, je sais pas, tu vois, j'ai fait des bouteilles là avec mon fils, il est venu m'aider, il a rempli des bouteilles avec la petite machine, une par une. J'ai collé des étiquettes, donc tu vois, ça c'était fait il y a pas longtemps. C'est encore en cours parce que tu vois, là j'ai plein de bouteilles, il n'y a pas d'étiquette, donc il y a encore plein de boulot. Exact. Et voilà, quoi. Hop. Et ouais, tu vois, il y a... C'est une fierté quand même de faire ça, de faire du whisky quand même. C'est une fierté, ouais. C'est une fierté. Après, moi, des fois, j'ai l'impression de parler tout le temps de ça parce que comme c'est un métier qui est assez original et que faire du whisky, effectivement, ça intéresse beaucoup de monde. Quand je vais en soirée quelque part, si je connais pas les gens, quand les gens savent apprennent que je suis producteur de whisky, je parle que de ça toute la soirée, tout le monde a des questions, on m'en parle tout le temps, et si tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, moi j'aime bien le whisky comme ça, j'aime bien le whisky comme ça, donc j'ai toujours, je passe mon temps à en parler tout le temps, ouais. Heureusement que je suis passionné parce que des fois c'est même un peu trop, quoi. Ouais, c'est clair, ça peut, mais après c'est intéressant. Ouais, c'est toujours intéressant. Et justement, quel point de vue tu as justement sur les métiers un peu de l'artisanat, toi qui as toujours été dans l'agriculture, là t'es artisan, tu fais tes choses par toi-même. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de positif? Oui, c'est quelque chose de positif. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai travaillé avant, je travaillais dans l'aéronautique. Ouais. Et travailler dans une grande entreprise, c'est pas pour moi. Moi, je veux être indépendant, je veux travailler pour moi. Donc chacun, mais il y a des gens à qui ça plaît, oui, et c'est même formidable. Il en faut pour tout le monde. Après, voilà, l'artisanat, comme ça, avant tout, faut y croire.
Faut y croire, faut avoir la foi, parce que c'est compliqué. Il y a quand même l'administration, c'est dur. Là, le whisky, c'est la douane. La douane, ils sont pas sympas. Faut être clair, ils sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour prélever la taxe. Hein. C'est vraiment comme au Moyen-Âge. Ouais, mais du coup, ton whisky, tu l'exportes pas? Non, mais t'es quand même soumis à la douane. Ouais. Là, de toute façon, un tiers du prix de la bouteille, c'est de la taxe. D'accord. Voilà, un tiers. Ok. Il faut être clair. Donc, ouais, c'est pour ça, c'est ce que je dis, il faut y croire. Ouais. Quand on voit le chiffre d'affaires et en fait ce qui me reste à moi, bah voilà, donc. Ouais, les difficultés, c'est surtout l'administratif et tout ce qui est taxes. Et après, faut enregistrer tout. Après, il y a de la paperasse, donc ça, c'est normal, mais voilà. Après, c'est ça, mais même n'importe quel artisan, un plaquiste, un maçon, s'il veut tout déclarer, s'il veut travailler en bonne intelligence, ça coûte cher. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est l'artisanat, c'est beaucoup de taxes, quoi. Donc ça, c'est dur. Ouais, c'est assez dur. Et les retours que tu as du coup des clients qui t'achètent la clientèle, ça se passe plutôt bien. Hein. Après, je peux pas plaire à tout le monde, mais en plus mon whisky il est assez particulier parce que avec ce côté fruité. Donc il y a des gens qui aiment pas, mais dans l'ensemble, la grande majorité apprécie mon whisky. Je le vends bien. Beaucoup de cavistes sont très contents du produit. Donc là-dessus, ouais, je suis plutôt satisfait. Ouais, franchement, ça se passe très bien même. Ouais. J'ai des cavistes qui me vendent des bouteilles, je sais même pas comment ils font tellement ils en vendent, quoi. C'est vrai? Ouais, il y a certains endroits, ça se passe, c'est vraiment. C'est où que ça se vend le plus en Normandie? En Normandie, c'est Honfleur, c'est Étretat, c'est à Rouen, ça marche bien aussi. Ouais, Le Havre aussi. Le Havre, oui, ça marche bien. Les plages du débarquement, Caen. Ouais, franchement, ça marche bien. Même à Granville, je suis à Granville, je suis à Coutances, ça se vend super bien aussi, quoi. À Coutances, ça marche super bien, ouais, franchement. Ouais. Après, c'est le caviste qui en parle bien, et s'il en parle bien, et ça fait une vente tout de suite. Après, moi, je prenais des petits échantillons, les gens peuvent goûter, peuvent sentir. Et ça c'est primordial, en fait. Et justement, est-ce que tu sélectionnes les cavistes dans lesquels tu vends ton produit? Dans le sens où est-ce que tu regardes comment ça se passe? Est-ce que tu regardes comment ils présentent ton produit? Est-ce que tu leur fais confiance tout de suite? Après, je suis pas dans le magasin à travailler avec eux tous les jours. Non, mais tu vois s'il y a un film. Oui. De toute façon, c'est souvent au contact. Hein. S'il y a un bon contact avec le caviste, ça se passe bien et il y a une vente qui se fait, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Le caviste, il marche bien, il marche au coup de cœur aussi, quoi. Quand il va sélectionner même du vin en Gironde ou je ne sais où, il y a ce côté-là aussi qui rentre en jeu, quoi. Et de toute façon, si le caviste il n'aime pas son produit, il va pas le vendre. Le produit il va rester en rayon. J'ai certains cavistes où ils me vendent très peu de bouteilles. C'est parce que je pense qu'ils ne le mettent pas en avant. Ils sont peut-être pas forcément très enthousiastes par rapport au produit. Ils l'ont pris parce que c'est normand ou parce que ceci ou parce que cela. Mais après, voilà, quoi, c'est vraiment le caviste qui fait le boulot, quoi, qui fait la vente. Voilà. Donc c'est un maillon important de la chaîne aussi. Très important, ouais. Forcément. Ouais. Et après, la chance que j'ai du coup, c'est que j'ai une petite histoire à raconter. Comme c'est mon arrière-grand-père, ça fait 4 générations qu'on exploite la ferme. Mon père, mon grand-père aussi, on a tous habité dans la même maison. Donc quand je raconte tout ça, il y a une vraie histoire à raconter aux clients. Contrairement à des whiskies étrangers, où il n'y a pas trop d'histoire, c'est quand même des whiskies industriels. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout dans le même registre. Moi je suis un tout petit producteur, c'est vrai que mon produit est peut-être plus cher qu'un whisky écossais par exemple, mais il y a une raison, c'est parce que je suis un tout petit producteur, et voilà, quoi. T'as déjà vu des grosses installations comme ça ou pas? Non, j'ai jamais été visiter d'installation, non. Je suis allé chez d'autres producteurs de whisky. Ouais, mais qui ont des installations un peu comme la tienne. Ouais, quand même un plus grosse. Ouais, remarque, c'est un peu comme la mienne, ouais, finalement, ouais. Sauf il y a Château du Breuil qui est pas loin d'ici, près de Lisieux. Donc là, lui, c'est un gros producteur de Calvados qui s'est aussi lancé dans le whisky. Et eux, ils ont une belle. C'est clair qu'ils ont du beau matériel, quoi. C'est autre chose, ouais. Il y a des volumes de production, et puis il y a un professionnalisme, il y a une expérience des spiritueux qui est vraiment extraordinaire, quoi. Oui, après, ils ont sûrement plus d'expérience aussi, ils sont plus longtemps, depuis plus longtemps. Oui, c'est ça, ouais. Ils ont une grosse expérience, ils ont un long retour sur les choses, quoi, sur l'alcool, quoi. Donc, Et quand tu as été justement voir d'autres personnes pour te renseigner, etc., comment ça se passait, tu as été bien accueilli, les gens sont ouverts? Ouais, ils sont très ouverts. Hein.
carrément, justement. Tu sais, parce qu'il pourrait y avoir ce truc de la concurrence, etc. Non, entre whisky français, il n'y a peut-être pas de concurrence. Il y a pas. Enfin, je l'ai jamais ressenti en parlant avec d'autres producteurs. Non, et en plus, dans le whisky français, il y a ceux qui font faire du whisky pour les grandes surfaces, il y a ceux qui font du whisky pour les supermarchés, il y a les tout petits producteurs, un peu comme moi, qui sont régionales. Il y a ceux qui veulent aller vendre du whisky en Chine, aux États-Unis. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, hein. En France. C'est ça. De toute façon, le whisky français, c'est 3% de la consommation de whisky en France. Donc 3%, il y a tout à faire en fait, c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est concurrent. Que 3%. C'est une erreur de penser ça, quoi. Ouais, 3%. Et je le disais dans un post sur les réseaux il y a pas longtemps, le plus gros producteur de whisky français, il produit moins de bouteilles que le plus petit producteur d'Écosse. Voilà, donc tout est dit, on reste un petit producteur de whisky. Comme tu dis, il y a tout à faire. Voilà, il y a tout à faire. Il y a tout à construire, il y a de la place pour tout le monde. Tes fûts, tu les fais venir d'où? Alors, il y a un tonnelier en Normandie, il y en a un seul d'ailleurs. Là. D'Esfrièches, celui-ci par exemple. Donc c'est pareil, hein, c'est une affaire familiale. Hein, D'Esfrièches, d'origine, c'est un producteur de Calvados, et puis il y a un des frères qui s'est démarqué, qui est devenu tonnelier. Et donc, je lui achète des fûts, et il travaille avec ses fils d'ailleurs, c'est vraiment une affaire familiale. Donc, par exemple, ça c'est les fameux fûts de Porto-Blanc, avec la barre, celui-ci aussi. Après j'ai d'autres types de fûts, j'ai des fûts de... Hop, c'est un peu le bordel, je trouve ça. Donc ça c'est du whisky écossais. Okay. C'est du whisky, c'est mon whisky, mais c'est des fûts qui viennent d'Écosse, des fûts de whisky. D'ailleurs, il y a une petite fuite là, trop bien, à voir. Donc c'est du whisky, c'est des fûts qui ont contenu du whisky très tourbé. Ça va donner un côté légèrement tourbé à mon whisky. On peut le sentir, hein, si tu veux. Je sais pas si tu connais le whisky tourbé. Ouf. L'évaporation. Ouais, on le sent bien. Hop, donc même les fûts, il y a une grande importance dans le choix du fût. Bah, le fût, c'est 90% du goût. Hein. Ouais, donc c'est... La variété d'orge, ça joue. Et après, l'alambic, ça va être plutôt pour la qualité de l'alcool. Enfin, la qualité, pas... les caractéristiques plutôt de l'alcool. Moi j'ai des alambics assez courts en hauteur, donc ça va donner des alcools un peu plus gras, un peu plus liquoreux, tout simplement. Plus l'alambic est haut, le col de cygne, plus il est haut, plus ça va donner un alcool sec, un alcool assez fin en fait. Voilà. Oui, donc ça c'est pareil aussi, c'est déterminant dans le goût que tu veux donner à ton whisky. Ouais, oui. Moi j'aime bien le côté du whisky un peu gras comme le mien justement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ça, parce que par exemple, je pourrais changer un élément sur mon alambic pour avoir un whisky un peu plus sec. Je sais pas. Peut-être que si je modifie mon alambic, peut-être que je vais devoir le faire parce qu'il y aura peut-être trop de volume à chauffer. Ouais. Mais après, du coup, le moment où tu changes ton installation, c'est pareil, tu repars dans un délai aussi de test. Ouais, bien sûr, oui. Tout à fait, ouais. Donc du coup, il va falloir que tu produises, tu fasses 2 installations en même temps, si tu veux continuer ton installation actuelle. Je sais pas, c'est une bonne question. Il va falloir que j'y réfléchisse, non, je vais être obligé de... Ou alors tu produis en avance, non? Non, de toute façon, ça c'est de l'alcool qui va être vendu dans les années à venir, tous les fûts ici. Ouais. Donc tu vois, l'avance elle est déjà là en fait. Et après, au bout d'un moment, s'il faut modifier quelque chose, voilà quoi, ouais. Donc tu vois les différents fûts, là j'ai 2 fûts de Bourbon. Des fûts de Bourbon, donc le Bourbon qui vient des États-Unis. Et comment tu les trouves tes fûts, qui viennent Il y a des courtiers, des spécialistes. D'accord, des spécialistes ils vendent des fûts. Ils vendent des fûts, c'est leur métier, ouais. D'accord. Ouais. Donc ça va donner un goût de céréales, de maïs, un goût de noisette. Ça va faire un alcool qui est plus fin, plus léger. Donc ça c'est sympa, je l'ai goûté il y a peu de temps, il va être bien celui-là, il va être très bien. J'ai un bon espoir. Donc ça reste combien de temps dans les fûts? 3 ans. 3 ans directement dans cela, ouais. Ok.
et c'est toi qui fais un contrôle, tu dis bah là c'est bon, est-ce que c'est la journée près, comment ça se passe quand tu dis 3 ans? Près, non. Si 3 ans c'est à la journée près, il y a une date de déclaration. 3 ans plus tard. 3 ans pile poil, tu le sors ou alors tu. Ah non. Alors après, il y a une phase de baisse du taux d'alcool parce qu'au début, je le mets en fût à 63%. Et après, je vide les fûts, je vais les vider, je vais les mettre dans une cuve en inox et je vais mettre de l'eau au fur et à mesure toutes les semaines pour baisser le taux d'alcool doucement. Si je mets trop d'eau d'un seul coup, c'est comme quand on verse de l'huile dans de l'eau. Ça se mélange pas. C'est un peu le même principe avec l'eau et l'alcool. Donc il faut faire ça doucement et après il faut mélanger pour que ça se mélange doucement, qu'il y ait un mélange plus ou moins doux en douceur qui se fasse quoi. Voilà, ça c'est important pour la qualité du produit à la fin. Ouais. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, est-ce que tu inviterais des gens à se lancer dans la production de whisky aussi, si ça les intéresse? Je les inviterais, c'est compliqué. Hein. Moi, en plus, je fais que du whisky. Hein. Aujourd'hui, pour se lancer dans la production de whisky, il faut passer par d'autres étapes. Il faut faire du gin, il faut faire un pastis, il faut faire des choses comme ça, parce que tout le monde peut pas attendre 3 ans pour vendre de l'alcool. Et oui. moi je l'ai fait parce que avec l'agriculture, j'ai pu. Il y a eu un espèce de relais, superposition, un relais entre les deux métiers quoi. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté l'agriculture, puis j'ai gardé que le whisky. Mais franchement, c'est compliqué hein, parce que tout ce que tu vois, c'est j'ai des emprunts, mais pas beaucoup parce que la banque elle ne suit pas en fait pour le whisky. Donc tout ça c'est de l'autofinancement. Alors elle ne suit pas parce que c'est un caractère d'alcool, etc. ou Non, elle ne me suit pas parce que le banquier il remplit des petites cases sur son ordinateur. Et producteur de whisky, ça rentre pas dans les cases. On n'est qu'une centaine, donc il n'y a pas de référence. Ouais. L'agriculture, ils ont ils peuvent pas se baser sur un modèle. Ma banque, c'est une banque d'agriculteurs, c'est dans le nom d'ailleurs. Hein. Et donc, ils ont plein de références sur l'agriculture. Donc forcément, ils savent dire oui ou non sur un emprunt. Ils savent le taux d'endettement, ils savent à quoi ça correspond. Ils connaissent les récoltes, le nombre d'hectares, la typicité de l'entreprise, quoi, en fait. Alors que whisky, ça rentre nulle part. Donc il y a pas de, donc on peut pas avoir d'emprunt quasiment pas quoi. Même si j'y arrive doucement, mais ça se fait pas comme ça quoi. Mais j'en ai très peu au final. Parce que non, ça se fait pas comme ça. Attends, on va s'en est parlé, on va avoir plus de lumière. Avec le temps, j'espère que que ça va changer. Ouais, que ça va changer. Et du coup, c'est en leur montrant que ma trésorerie se développe, que j'arrive à faire des ventes. Là, j'ai les périodes de Noël qui arrivent. Il faut que c'est primordial que je vende. Oui, là, c'est une période importante. C'est une période très importante, ouais. C'est une très importante. Surtout en Normandie où on a eu un mois de juillet très mauvais là à cause des Jeux Olympiques. Ça fait du bien peut-être à Paris, mais pas chez nous. Et donc voilà, Aujourd'hui, du coup, tu arrives à vivre de cette activité-là ou pas? Oui, j'arrive à en vivre, ouais. Il faut que, oui. Mais il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Il faut que j'arrive à vendre plus. Ouais, il faut vraiment que j'arrive à vendre plus. Ouais. Pour avoir c'est surtout pour être pour avoir une trésorerie efficace, pour pas vivre entre guillemets au jour le jour au niveau financier quoi. Parce que là aujourd'hui c'est un peu ça. Je fais des ventes, j'ai des rentrées, mais il y a pas de matelas d'assurance quoi en fait. Si j'ai un gros trou pendant 2-3 mois de vente, c'est chaud quoi. Donc il faut vraiment 2025 ça va vraiment être ça le travail de bien vendre les produits et de sécuriser la trésorerie quoi. Ouais. Ok, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Franchement c'est super intéressant. Merci. Franchement, c'était sympa de me recevoir, en tout cas de pouvoir montrer un petit peu ton activité, ton environnement. Et du coup, là, je t'ai pas dit, mais là, c'est un peu le bazar. Et mes alambics qui sont de l'autre côté qu'on a vu, je vais les mettre sur la plateforme, en hauteur. Et comme ça, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la colle, elle est dans un seau. Le seau, je le transvide dans une autre cuve en inox. Donc, plus tard, ça coulera directement dans des grandes cuves. Et là, je pourrais mettre un gros alambic et puis un plus petit. Et puis, tu vois, je prépare tout ça au fur et à mesure.
Tu fais tout toi-même aussi, là, les installations? Ouais, je me fais aider, mais après j'ai des coups de main, j'ai des amis qui bricolent bien, donc j'ai cette chance, donc je me fais aider. Et ouais, on se débrouille. Ouais, aujourd'hui, t'es bien entouré. En tout cas, Ouais, même si tes amis au début étaient un peu perplexes, aujourd'hui, on te soutient et puis bah, tout le monde est là. c'est ça, hein, de toute façon, ouais. Dans tous les métiers, ça se passe un peu comme ça. Hein. Bah, ce qui est le plus important, de toute façon, c'est de croire en son projet, quand on y croit soi-même. Oui. C'est le plus important. Après, les gens, je pense que ça se ressent aussi. Ouais, bah après... On est passionné, et puis après, on peut être seul à un moment donné, mais après, les gens prennent confiance. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai la chance, c'est que le whisky, c'est vrai, ça passionne les gens. Comme c'est un produit un petit peu haut de gamme, entre guillemets, bah du coup, ça passionne les gens. Les gens ont des questions, et dès que je vais quelque part, parce que j'en disais tout à l'heure... oui, quand t'es invité. Ouais, demain soir, j'ai un dîner avec la CCI. Bah, je suis sûr que tout le monde va m'en parler, et je sais voilà, je vais être autour d'une table, les gens, enfin, on va parler que de ça, j'en suis sûr. Ça se passe toujours comme ça. C'est une bonne chose en tout cas. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose, mais après, moi, je suis pas trop pour monopoliser l'attention non plus. Hein. T'aimes pas te mettre en avant Non, bah après, t'as vu, quand t'es venu ici, il n'y a pas de pub, il n'y a pas un panneau, il n'y a pas. Et c'est aussi pour ça, c'est parce que je veux rester discret, je veux pas. Toi, c'est une volonté. Ouais, c'est une volonté, oui, quand même, ouais. Ouais. Non, mais est-ce que par exemple, si t'avais quelqu'un voilà, avec toi qui par contre aimait se mettre en avant, t'aimerais bien, enfin, est-ce que c'est quelque chose de personnel? Toi, t'aimes pas te mettre en avant, mais t'aimerais bien que ça le soit pour ta marque? Ouais, pour la marque, oui, bien sûr. Après, moi, je suis pas forcément comme ça, donc on verra bien. Après, avec le temps, il faudra bien que je me développe et que j'ai un magasin ici à la ferme pour faire de la dégustation, pour voilà, avoir un accueil correct. Là, tu vois, t'es dans une ferme, c'est quand même un peu à la route, hein, c'est un peu le bordel. Bon, voilà, quoi, à l'avenir, il faudra que ce soit plus propre, hein, c'est clair. Ouais. Après, pendant un moment, je me posais la question de chercher un associé justement pour ça, quoi, pour développer ce côté commercial, marketing. Moi, rester plus dans la production et puis avoir un mec qui soit avec moi pour développer le côté commercial, là, c'est ça, ouais. Donc ça, tu cherches encore ou? Je cherche pas. C'est au feeling en fait. Ouais, mais je sais pas si ça arrive, ça viendra peut-être jamais. Hein. Ouais. J'ai essayé de chercher pendant un moment, ouais. Mais c'est compliqué. Après, il y a ce problème de 3 ans d'âge de whisky, parce que ce que tu investis aujourd'hui, le retour sur investissement, il est très long en whisky. C'est pas... voilà, quoi, c'est pas comme, je sais pas, tu fabriques du gin ou de la bière, 2 mois après, t'as trouvé ta recette, 3 mois après, t'as trouvé une bonne recette, tu vends de la bière, tu vends du gin. Le whisky, c'est autre chose. Donc, c'est pas facile aussi à trouver, quoi. Voilà. Faut laisser faire le destin. Ouais, ça peut Peut-être que tu rencontreras les bonnes personnes. Faut laisser le destin vieillir comme le whisky. Ouais, c'est ça. Bon bah super, ouais. Paul, je te remercie de m'avoir accueilli, puis qu'on ait pu discuter de tout ça ensemble. Je vous mettrai les infos de Paul, voilà, en description si vous voulez découvrir son whisky. N'hésitez pas à suivre aussi le podcast qui est disponible sur YouTube, sur les autres vidéos, aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo, ce nouveau type de vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si tu es artisan, toi aussi qui regarde la vidéo et que tu veux que je vienne te rencontrer, n'hésite pas à me le dire. Et voilà, on pourra aussi faire une petite vidéo ensemble. Donc moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine.